Bonjour, la vidéo qui va suivre reprend quelques moments du ciné-débat qui a eu lieu le 15 juin 2018 au Petit Cursal à Besançon. Un ciné-débat autour du très beau film documentaire d'Anne Kounvari, Le moment et la manière, suivi d'une table ronde avec Régis Aubry, Daniel Leboul et Anne Kounvari, la réalisatrice, table ronde animée par Armand Diran. Les différents services de chargés de communication et les médias locaux ont relayé l'événement qui a fait salle comble. Ceci souligne bien que le sujet est d'actualité et concerne et intéresse le grand public, les différents professionnels et les chercheurs. Effectivement, la thématique de la fin de vie est un sujet d'actualité. D'ailleurs, notre équipe de recherche, éthique et progrès médical du Centre d'investigation clinique du CHRU de Besançon, s'est saisie de ces questions pour mener en 2016 une recherche en Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris sur les demandes d'euthanasie et de suicide assisté des patients en fin de vie. Les propos recueillis auprès de ces patients font écho au vécu de la patiente dans le film documentaire d'Anne Kounvari. De nombreux enjeux se cristallisent autour de la question de la fin de vie et surtout autour du moment et de la manière de mourir aujourd'hui. Un jour, une petite châtelaine, enlevée par des romanichels, fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. Le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Je pense qu'on arrive encore à trouver des réponses thérapeutiques pour ta maladie et que c'est pas fini. Donc je me dis que voilà, fais leur confiance. Qu'on arrive un peu en bout de. Non, fais leur confiance. Je pense que dans le chapeau il y a encore. Ah ouais. Maintenant, on entend beaucoup parler de comment traverser le cancer, mais comment vivre avec longtemps, j'en entends moins parler. Oui, c'est mignon. Non, même, tu donnes pas mauvaise mine. Ni bonne non plus. Ni bonne, non, on va pas dire que ça te donne bonne mine. Disons que c'est assorti à ton teint. Voilà, exactement. C'est à peu près ça, c'est assorti à ton teint. Je ne veux pas d'une mort, par exemple, dans ce service, qui est super bien et tout, mais qui dure un mois, et où je te dis, où j'aurai un tuyau qui me fait mal, où je serai pas bien, où je serai très inconsciente, ou très peu consciente, je déteste ça. Enfin, Et ce qui te rassure, c'est de penser que si tu veux, tu peux arrêter de vivre, j'entends. Ce qui me rassure, c'est de penser que je vais décider de comment j'arrête de vivre. C'est une espèce d'endormissement, mais extrêmement profond, dont ils ont la certitude que tu ne ressens plus rien. Oui. Ça dure 4-5 jours et on meurt. Et on meurt. Je vous laisserai compléter ma présentation surtout, mais vous êtes auteur, vous êtes journaliste, vous êtes documentariste, surtout. Vous avez beaucoup travaillé sur des sujets assez engagés, dans le champ économique, dans le champ social surtout. Vous avez travaillé sur les questions de l'agriculture, de l'économie solidaire, des travailleurs. Pouvez-vous juste nous situer très rapidement l'histoire de ce documentaire avec Anne Matalon sur sa fin de vie? Alors Anne, c'était une amie depuis très longtemps. Et elle avait déjà participé à un film que j'avais pu faire grâce à elle, qui est un film qui date du début des années 2000, qui est un film sur les consultations médicales de la jeune médecin qu'on voit dans le film, qui s'appelle Elisabeth, qui était la médecin d'Anne Matalon à ce moment-là, et qui était une médecin qui a une qualité de rapport médical incroyable. Et comme j'avais envie de faire un film à ce moment-là sur la relation médicale, parce que je voulais l'interroger, parce que j'avais trop d'expérience autour de moi de relations médicales de très mauvaise qualité, quand Anne m'a dit que sa jeune médecin était formidable, j'ai été la voir et on a fait un film sur des consultations, où il y a une dizaine de consultations d'oncologie, et dont une consultation avec Anne. Et puis ensuite,
voilà, on a continué notre chemin ensemble et notre amitié. Et à un moment, Anne m'a demandé d'aller à ses consultations médicales. Parce qu'elle avait besoin d'un soutien, de quelqu'un qui entende à côté d'elle. Et voilà. Et donc, je suis devenue, d'une certaine manière, à ce moment-là, sa personne de confiance. Et à chaque fois qu'il y avait une consultation, on se voyait avant, Anne me disait les questions qu'elle voulait poser. Et donc, j'avais, je pense, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'elle me demandait, la fonction de la soutenir et de l'aider dans son questionnement. Et de la soutenir face aux médecins quand les médecins n'allaient pas dans la direction qu'elle souhaitait, ce qui arrivait quand même. Et puis ensuite, un jour, on discutait comme ça et Anne m'a dit « J'ai envie de faire un livre sur ce que c'est que vivre avec un cancer chronique. » Et je lui ai dit « Écoute, moi je te propose qu'on en fasse un film, toutes les deux. » Et donc on a écrit un film à deux voix, hein. On a vraiment écrit un film avec des bulles de fiction qui raconteraient le ressenti d'Anne. Elle voulait aller voir des psys, des anthropologues, des sociologues, des politiques, des philosophes, pour parler de qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui de vivre avec une maladie dont on savait qu'on allait mourir. Aucune télé n'a été intéressée. On a quand même décidé de lancer ce film. Et donc ce film est parti comme un film sur le cancer chronique. Et puis, petit à petit, j'ai senti et Anne a senti qu'on basculait à autre chose. Non, mais on a vraiment su qu'on basculait quand elle s'est retrouvée dans la clinique de suite, quand tu rentrais de vacances. Et là, je lui ai demandé si je continuais à filmer ou pas. Et Anne m'a dit un truc du style « Oui, je pense qu'il faut montrer ça. » Et donc voilà, et donc à ce moment-là, le film a franchement basculé dans autre chose et est devenu ce qu'il est devenu après un montage très long et très compliqué, enfin très difficile, parce que voilà, c'était autre chose, c'était une autre matière, et le film qu'on avait pensé avec Anne, et ben, j'allais faire un autre film et toute seule. Donc voilà l'histoire de ce film. Et vous dites justement que Anne Matalon voulait montrer sa fin de vie. Comment vous, en tant que réalisatrice de documentaire, vous avez appréhendé cet objet qu'est la fin de vie par rapport aux autres sujets que vous avez traités par ailleurs dans votre carrière? Alors, en fait, je pense que ce qui était compliqué dans ce film, mais c'est une histoire de tous les films, c'est que le film ait toujours suffisamment de sens et toujours suffisamment la bonne distance pour que jamais j'expose les spectateurs à quelque chose où ils pourraient se sentir voyeurs. Alors, là-dessus, il y avait un atout très fort qui était que Anne et moi, on avait envie de le faire, qu'elle portait autant ce film que moi. Donc voilà. Mais il y avait cette difficulté-là, jusqu'où on montre la souffrance, jusqu'où on montre un corps qui s'abîme, comment on fait pour trouver la bonne distance et dans le filmage et après au montage. Et je pense aussi que une des manières que j'ai eu de régler cette question, ou en tout cas de le faire différemment dans tous mes autres films, mais ça avant même que la question de la mort se pose, ça a été finalement que j'accepte d'être filmée. Ce qui n'était pas du tout pour moi une évidence. Au début, quand on a écrit le film, en fait, on ne s'était pas posé cette question avec Anne. Et puis à un moment, on s'est posé cette question-là, de quelle était la meilleure manière de filmer notre relation, puisqu'une partie du film passait par notre relation. Et est-ce qu'il fallait que je sois derrière la caméra ou devant la caméra avec elle? Et on a testé les deux. J'ai décidé, parce que Anne ne voulait pas voir les rushs, j'ai décidé que c'était mieux d'être avec elle, et je pense que c'était aussi une manière de m'engager à ses côtés, c'est-à-dire une manière de prendre le même risque qu'elle prenait. En tout cas, être filmé, c'est aussi une contrainte, c'est aussi un truc particulier, quoi, et donc d'être vraiment à côté d'elle.
et d'accepter de passer moi de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, je pense que ça a été notamment cet élément-là qui fait que c'est le seul film, et je pense que c'est le seul film de ma vie où je serai de l'autre côté de la caméra, quoi. Et vous portez quel regard? Parce qu'il y a énormément de documentaires, on en parlait encore ce midi, qui peuvent porter sur le sujet de la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie. Quel regard vous portez un petit peu sur la place de l'image, justement, dans ce débat public qu'il peut y avoir en France autour de l'euthanasie ou du suicide assisté, ce genre de questions? Je pense que, enfin moi, tel que je vois les films que je fais et le travail que j'essaye de faire, c'est que pour moi, globalement, je fais quasiment tout le temps des films que j'estime engagés sans être militants. C'est-à-dire que donc j'essaye d'exposer des questions, de les mettre en scène ou en lumière pour permettre à chacun d'y réfléchir et d'y réfléchir de manière plus éclairée, plus informée, plus sensibilisée. Dans ce débat sur la fin de vie, je trouve qu'il y a eu malheureusement assez peu de films, qui ont porté ce débat de manière intelligente, et que notamment, par exemple, moi, que la télé refusait ce film, alors que le film que j'avais fait sur les consultations où il y avait Anne avait été accepté 10 ans avant, pour moi était significatif aussi d'une évolution de la télévision, d'une manière de refuser certaines formes, de refuser de questionner de cette manière-là, de refuser cette dureté, tout ça, quoi. Donc voilà. Bon, mais ça, c'est une évolution générale et de la société, et de la télévision, et ça n'est pas, c'est pas typique de la question de la fin de vie, je crois. Enfin, ça se retrouve dans plein d'autres thématiques, quoi. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à Daniel Leboul. Je ne m'adresse pas à la réalisatrice, je m'adresse à la personne qui a accompagné Anne Matalon. Vous avez dit vous avez demandé de l'aider dans son parcours, au sein du monde médical notamment. Vous avez été une observatrice assez de grande proximité, avec par exemple ces différences de point de vue qui sont évoquées par Anne quand elle dit du point de vue médical, moi je vais bien, les médecins estiment que c'est formidable, et elle refuse ce point de vue. Il y a cette scène assez intéressante dans le film qui ressemble presque à une réunion syndicale, quoi. C'est une patient qui se révolte contre le point de vue médical. Cette distance, cet écart, ou peut-être parfois ce fossé entre le point de vue des patients et le point de vue des médecins, vous l'avez observé souvent? Quel regard vous portez, vous, en tant que personne qui avait accompagné une personne malade? Alors, juste un petit préalable, je pense que dans mes films, moi et la réalisatrice, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que mon travail de réalisatrice n'est qu'une manière de raconter ce que je suis moi, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai un regard assez violemment critique sur le monde médical. Je trouve qu'il y a des médecins formidables, dont fait partie Elisabeth, mais il y en a d'autres. Mais je trouve que de manière générale, le monde médical, pour plein de raisons, qui va de la formation aux moyens, à leur capacité à prendre la juste distance, à leur engagement et donc au travail qu'il faut faire pour pouvoir être engagé sans se faire détruire. Enfin bref, je pense que les médecins font un métier très très difficile. Je pense que le corps médical aujourd'hui n'écoute pas pour la plupart, n'entend pas ce qui lui est dit pour la plupart, et se protège derrière son savoir en faisant une forme de pouvoir, mais a énormément de mal à prendre les malades ou les patients comme un partenaire dans le combat contre la maladie. Et je pense assez symptomatique que la dernière loi qui a été votée, la loi Claes-Leonetti, est une loi qui est très en dessous de la demande assez unanime et de tous les sondages, qui soient faits par des journaux qui sont assez, on va dire, loin de l'euthanasie, parce que c'est des journaux du groupe Bayard comme Le Pèlerin, etc., donc qui ne portent pas ce regard-là, mais qui ont, quand ils ont publié des sondages, ils ont bien montré que la société aujourd'hui était au moins pour le suicide assisté, si ce n'est pour l'euthanasie, et que à la fin des démarches avant la loi Claes-Leonetti, il y a eu un jury populaire, entre guillemets, qui a été
formé pendant 7 week-ends, qui avait beaucoup travaillé tout ça pour rendre un avis, et il avait rendu un avis qui était un avis qui voulait légaliser le suicide assisté. Et je pense que s'il y a ce décalage, je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y avait, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais qu'il y avait énormément de médecins à l'Assemblée nationale, et qu'il y avait un regard sur les questions de société qui était porté beaucoup par des médecins avec un point de vue médical. Donc voilà, donc un regard assez critique, tout en prenant en compte l'extrême difficulté de ce métier et la singularité après de chaque médecin dans ce jugement d'ensemble que je fais. C'est bien, il y aura des échanges après dans la salle. Je me tourne du coup vers Daniel Leboul. Alors, Daniel Leboul, je ne vais pas me tromper dans la présentation cette fois. On ne sait pas, on va voir. Vous êtes psychologue, chercheuse à la maison médicale Jeanne Garnier, au pôle recherche soins palliatifs en société, c'est ça, de la maison médicale Jeanne Garnier. Une question un peu générale que j'ai à vous poser d'abord. Anne Matalon, c'était une personne qui vivait, elle le dit, à un moment, on se pose beaucoup la question de savoir comment on traverse le cancer, mais pas comment on vit avec un cancer chronique. Est-ce que quelle expérience vous avez et quel regard vous portez sur cette vie avec la maladie chronique, notamment le cancer? Et puis pour rejoindre un peu la thématique de cet après-midi, quel regard vous portez sur ces désirs de mort qui peuvent être formulés parfois par les malades dans ces situations? Alors, je ne voudrais pas là aussi parler à partir d'une position de savoir. Je pense que... On vous entend pas. On n'entend pas. Je dis pour essayer de donner quelques éléments par rapport aux questions qui sont posées là, j'ai dit je ne voudrais pas parler d'une position de savoir, en disant je sais ça, je sais ça. Ce qui m'a alors beaucoup interpellée dans ce document et qui m'a beaucoup touchée, donc c'est plutôt du côté du sensible que j'aimerais réagir, c'est justement que, et c'est une première partie de la réponse à l'idée de comment est-ce que le patient, qu'est-ce qu'on comprend de la façon dont un patient, un malade chronique traverse, comme elle dit, traverse la maladie et vit avec la maladie, c'est la question de la souffrance. Moi, il me semble que cette question de la souffrance, elle n'est pas explicitement même désignée, mais qu'elle est un peu, je dirais, transversale à l'ensemble du document. C'est-à-dire cette souffrance, elle est présente et on voit à travers l'expérience de vie de Anne comment elle est capable de mobiliser beaucoup de ressources pour vivre avec ça et avec la question qui la taraude et qui est au fond la question du film, quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie à chaque moment qui fait que ça m'interroge parce qu'il y a des événements nouveaux, parce qu'il y a un environnement nouveau, parce que j'ai une douleur nouvelle, etc. Et c'est par rapport à cette notion de quel est le sens, est-ce que cette vie elle a encore du sens, que l'on pourrait se poser la question de désir de mort, désir d'accélérer sa mort, souhait de mourir, enfin on a bien des expressions qui d'ailleurs signifient pas tout à fait la même chose, mais qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui m'importe peut-être, serait de pouvoir conserver non pas mon indépendance, mais de l'indépendance. Ce qui nous renvoie à cette idée de l'autonomie de volonté. Et il me semble, dans ce qu'elle démontre là, c'est très très riche, c'est pour ça que c'est un document que l'on pourrait prendre par des tas de bouts, quoi, hein, mais que pour elle, et on le voit hein, quand même, c'est ce qui reste à avoir du sens, et quasiment jusqu'au bout, c'est finalement cette notion qu'elle serait en capacité de maîtriser encore des éléments de son existence. Et le dernier élément qu'elle peut maîtriser, c'est encore cette ressource cognitive qui serait de décider du moment et de la manière. Et ça m'a semblé correspondre en plus et résonner avec tous les éléments qu'on a d'abord que j'ai pu rencontrer dans l'accompagnement des patients en soins palliatifs. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en soins palliatifs qu'ils n'ont pas de demande d'euthanasie. D'accord, ça c'est quand même aussi... c'est-à-dire que la question existentielle qui est posée à chacun, elle se traduit à des moments donnés par ce souhait-là.
Donc on a, ça je trouve que le document en rend très bien compte. Garder cette capacité, l'ultime sens de ma vie serait finalement de pouvoir maîtriser les conditions du mourir, de mon mourir, sachant, et elle le dit d'ailleurs, qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et ça c'est la deuxième leçon du film, c'est-à-dire c'est le mouvement même. C'est-à-dire que Anne n'est pas figée dans une sorte de volonté qui serait complètement abstraite, disant je veux mourir là et il faut que ça se passe, quoi. Non, c'est je veux vivre là, mais je veux encore que ce soit possible. C'est-à-dire de me sentir encore dans cette capacité que c'est moi qui vis. Et par rapport à ça, eh bien, on voit qu'elle est soumise à tous les événements de sa vie. À son corps d'abord. Son corps qui défaille progressivement. Vous avez vu dans les derniers moments, elle dit « Je me suis aperçue que j'étais incontinente », ce qui sonne quelque chose pour les patients. Toujours ce que l'on rencontre. Hein. Bon, et jusqu'au bout, elle va se battre. Et l'idée de la bagarre, l'idée du combat, elle est aussi vraiment présente. Donc il y a cette sorte de... On a peut-être dans la tête une sorte d'idéal du mourir, qui serait, voilà, ça peut être très cartésien, on va mettre tout ça au carré, et on va signer nos directives anticipées, je veux, il faut que ça se passe comme ça. Et puis finalement, il y a un principe de réalité. Et ça, c'est bien montré dans le film. Ce qui n'empêche qu'on ait à prendre en considération ses souhaits, ses demandes, les accueillir et les entendre. Donc voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps. Mais c'est vrai que ça résonne non seulement avec la clinique au quotidien, auprès de ses patients, mais aussi par rapport à la recherche dont on vous a rapidement parlé, dont les résultats vont aussi dans ce sens-là. Justement, cette recherche qui est menée, notamment pilotée par le Centre d'investigation clinique et l'accès éthique et progrès du professeur Aubry, c'est quoi les enjeux exactement? Si tu peux nous la présenter rapidement quand même, parce qu'on en a parlé très très brièvement, mais... Il y a eu rapidement, sinon je vais laisser la parole à Régis qui peut-être en parlera encore plus. Rapidement, il y avait une étude préalable qui avait été faite à Jeanne Garnier sur l'existence effectivement des demandes d'euthanasie en unité soins palliatifs. La maison médicale Jeanne Garnier, c'est 81 lits de soins palliatifs, hein, donc c'est essentiellement voué à cette clinique. Et donc ça représente 3 à 4%, ça représentait dans ce cadre-là 3 à 4% des patients. Donc on avait une donnée, c'est-à-dire ça existe. C'était déjà affirmer quelque chose, et le deuxième temps a été d'essayer, donc avec Besançon, enfin avec tous les collègues avec qui on travaillait, et c'était, parce qu'ils avaient lancé, mais ça il en parlera peut-être mieux que moi, une étude aussi sur la question des demandes d'euthanasie et de suicide assisté, c'était d'essayer de comprendre quel était le sens de ces demandes. Et parce que on a des idées là-dessus, mais au fond, il y a des sondages, hein, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas, mais on n'avait pas beaucoup de données sur la façon dont la personne elle-même rend compte des motifs de sa demande. Et l'enjeu était là, hein, d'essayer de comprendre les motifs de la demande, le sens que ça avait pour la personne et la fonction que ça pouvait avoir. Voilà, c'était ça qui était la partie qualitative de la recherche. Et ceci donc a été mené dans l'ensemble des unités de la région Bourgogne-Franche-Comté et dans les 6 unités de la maison médicale à Paris. Voilà. Je reviens juste parce que j'y pense là sur un élément de votre réponse précédente. Vous parliez du corps notamment, et c'est une dimension qu'on voit beaucoup dans le documentaire, ce rapport au corps. On repense au dessin qu'on a vu en début de documentaire là, avec la date à laquelle chacun des organes commence à lâcher. C'est une dimension qui est importante dans ces questions de désir de mort ou de... Je pense que... ça reste à discuter, ce ne sont que des... Voilà, mais pour moi, la demande d'euthanasie ou la demande de suicide, c'est-à-dire la demande d'accélérer la mort, est liée au rapport que la personne a au délitement de son corps, à ses incapacités fonctionnelles, progressives, à tout ce qui la lâche, c'est-à-dire aux pertes. C'est par rapport à ces pertes-là, au fond, parce que je ne peux rien faire. Si à un moment, je vais être totalement dépendante. Vous voyez le renversement. Il dit, gardons un espace quand même de liberté, et cet espace de liberté, je vais au moins essayer, tenter de maîtriser quelque chose.
alors que je n'ai plus aucun espace de maîtrise. Donc le corps est pour moi le lieu même d'articulation entre la demande d'euthanasie et la trajectoire, je dirais, du patient. Est-ce que je peux juste faire une petite remarque? Vous dites le mot désir de mort, et moi il me semble extrêmement... Enfin, je n'utiliserai pas du tout cette expression. Je pense que ce qu'on voit dans le film tout le temps, et moi ce qui m'a surpris jusqu'au bout, et ce qui a dû surprendre Anne, c'était au contraire son désir de vie. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'un jour elle voudrait aller en Suisse pour en finir. Bon, d'abord elle ne s'est pas inscrite pour aller en Suisse, après quand elle a voulu c'était trop tard, et puis elle s'est rendue compte, et enfin moi je l'ai constaté, et on le voit dans le film, qu'en fait elle a un désir de vie très fort. Donc la question c'est pas le désir de mort, c'est comment est-ce qu'on peut justement choisir le moment et la manière de sa mort. Parce que la mort, elle s'impose. On la désire pas, elle s'impose. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut sauver de la vie dans ce naufrage de la mort qui s'impose? Enfin moi, je l'analyserais plus comme ça, je le penserais plus comme ça. Complètement. Je sais pas qui a parlé de désir de mort. Non, justement pas. Non, parce que justement, la première fois que j'ai vu ce document, je l'ai vu 2 fois, aujourd'hui plus une fois, il y a quelques jours, je me suis dit c'est un document qui est du côté de la vie, qui n'est pas du côté de la mort. Et c'est ça qui nous interpelle. Et alors, pour finir, parce que je pense que là, on peut dialoguer avec les personnes qui sont ici, mais vous voyez comme c'est compliqué l'articulation de tous ces temps. Et là aussi, il y a une forme d'expression du temps. Il y a la chronicité de la maladie, c'est-à-dire un temps qui est long. Et puis, il y a le temps incertain de l'avenir. De quoi elle va être fait demain? Et le temps du présent, où elle dit « je vis au jour le jour ». Et c'est tout ça qui fait que c'est très compliqué de dire « c'est le moment ». La manière, on peut peut-être y réfléchir, mais le moment, comment décider du moment? Moi, j'ai été très surprise, j'en ai eu l'occasion de parler un petit peu avec Anne. Elle accepte encore une ultime chimiothérapie. À la fin, elle va dire, je vais m'accorder peut-être une demi-journée ou une journée. Donc, vous voyez, trancher dans le vif, en disant, bah, c'est ça, oui, on est d'accord, il faut faire l'acte, parce que c'est le moment. Je dis, mais est-ce que c'est décidable à un moment donné? C'est une vraie question, c'est une question, hein, vraiment. Je vais donner la parole au professeur Aubry juste après. Juste une dernière petite question sur la relation soignante, la relation avec les professionnels de santé. On voit dans ce documentaire qu'il y a différents types de relations. Il y a notamment cette relation très privilégiée avec l'oncologue, Elisabeth, c'est ça, où il y a le tutoiement, et qui est complètement différente des autres relations qui peuvent parfois être décrites dans le film. La question est un peu simpliste. Est-ce qu'il faut être pote avec son médecin pour bien mourir? Je ne sais pas du tout ça, mais ce que j'ai oublié de dire peut-être, et qui était la deuxième articulation, je trouve tout à fait importante, c'est qu'il y a non seulement le rapport au corps, à l'image de soi, et à l'évolution de ce rapport au corps et à son image, mais il y a aussi la question d'être en relation et de rester en relation. Alors que ce soit la relation avec le médecin oncologue ou la relation avec sa famille, avec ses proches, avec les soignants, mais ça aussi, je crois que la personne n'est pas une personne isolée, dans une sorte de laboratoire qui déciderait du bon moment. C'est une personne qui est en relation. Et ça aussi, peut-être qu'on n'en prend pas souvent assez la mesure. C'est-à-dire que l'évolution de la demande, parce qu'on voit bien que c'est très mouvant, elle est aussi en lien avec les qualités relationnelles, la présence, enfin, et beaucoup de choses. On est construit aussi par les autres. Hein. D'accord ? On parle de demande justement, donc je me tourne vers le professeur Régis Aubry. Non, je ne devrais pas me gourer dans la présentation. Donc, chef de pôle autonomie handicap qui comprend l'unité de soins palliatifs au CHU de Besançon, membre du comité consultatif national d'éthique et porteur de l'axe éthique et progrès qui porte cette étude sur les demandes d'euthanasie qu'on vient d'aborder. Juste une question pour commencer. On voit dans le documentaire, Anne Matalon parle de directives anticipées. Elle précise même qu'elle les a sur elle, dans son dossier médical. Elle parle plusieurs fois de la DMD, d'aller en Suisse, et en même temps on voit qu'elle ne le fait pas. On en reparlait justement avec Anne Convary ici. Quels sont les enjeux aujourd'hui autour du respect de la volonté de la personne malade, quand on voit à quel point cette volonté elle peut être changeante, elle peut être ambivalente, elle peut être fragile
dans ce qu'elle exprime. Enfin, avant de te répondre, je vous donne juste l'impression, puisque c'est la première fois que je vois ce film, donc je trouve que vous avez filmé des paroles. C'est incroyable, parce que cette dame a parlé, alors forcément, mais le contenu des échanges que vous avez eus est, à mon avis, une vraie leçon. Enfin, ça devait chaque jour être une leçon. Enfin, je le dis parce que ça reprend ce que disait ma collègue là. Cette dame a maîtrisé la relation. Alors elle a maîtrisé quelque chose, hein, faute de pouvoir maîtriser sa vie ou sa maladie, elle a maîtrisé la relation. Je trouve que ce qui s'est dit, et ce qui s'est dit presque jusqu'au bout, si j'ai bien compris, c'était central, c'était essentiel. Après, pour répondre à ta question, vraiment, il faut peut-être se dire, vous, non, quand on est dans un truc officiel, dans ce que, par rapport à la question que tu me poses, et par rapport à ce que j'ai écouté et vu là, pendant cette heure de vision de ce film-là, c'est que, heureusement qu'un individu n'est pas sûr de lui. Enfin, nous sommes des êtres incertains. On pourrait reprendre certains échanges où ce qui est caractéristique, c'est l'ambivalence de cette âme, mais de chacun d'entre nous confronté à ce qu'il ne sait pas. Comment pourrions-nous être sûrs de nous lorsque l'on est confronté à ce que l'on ne peut pas savoir, hein? Et à ma connaissance, personne n'est jamais revenu de là où est cette dame pour pouvoir nous dire ce qu'il en est ou ce qui. Et donc face à cette incertitude, face à ce que l'on sait que l'on perd, mais face à ce que l'on ne sait pas où on va, il n'est pas étonnant que les gens oscillent. Et je pense qu'il faut entendre et voir ces oscillations. Les travaux qu'on mène sont des travaux qui donnent à voir des oscillations. Et je crois que c'est important, ça pose... Il y avait une volonté très forte chez cette dame. À mon sens, c'est une volonté de maîtrise, pas forcément de maîtrise de la vie, mais de maîtrise d'elle-même. C'est pas du contrôle, mais on voit ce qui permet à la personne de changer d'avis, de dire deux choses différentes dans une même phrase, ou d'écrire même des directives anticipées. Je pense pas qu'elle avait écrit dans ses directives anticipées qu'elle souhaiterait une chimiothérapie, enfin la chimiothérapie qu'elle a acceptée à la toute fin de vie. C'est la limite aussi de ces exercices pour moi. Je pense très clairement que ce qui est important, moi c'est quelque chose qui m'apparaît à la vision de ce film, c'est que maintenir la relation et maintenir un sens, pas le sens avec un grand S, mais maintenir un sens. On voit bien que parfois, on parlera assez peu des résultats des travaux qu'on est en train de mener ou d'analyser plus exactement, parce que ça serait assez stupide de faire état de quelque chose qui n'est pas suffisamment finement analysé dans un travail. On peut reparler du travail que nous faisons, puisque pour le coup, nous sommes allés chercher ces paroles. Nous avons fait avec beaucoup moins de talent que vous. Nous sommes allés chercher ce que les gens avaient à dire eux-mêmes de ce qui les concernait au premier chef. Nous avons interviewé des personnes qui demandaient à ne plus vivre, demandaient à être euthanasiées, demandaient à mourir. Et pour certaines d'entre elles, demander, c'est exister aussi. Hein? La raison d'être d'une personne, ça peut être aussi demander. Et on voit bien, je termine là-dessus, que à mon sens, le fait de réduire souvent nos débats à cette question, qui est celle du droit d'ailleurs, alors qui est une vraie question, bon, ça s'en est une, mais c'est aussi, ça serait éventuellement nier l'incertitude consubstantielle à la vie que les gens vivent à la fin de leur existence, et qui est à mon avis centrale, et puis nier quelque chose que vous avez dit, je crois, tout à l'heure, ou peut-être que j'ai entendu plus que vous ne l'avez dit d'ailleurs, mais si je crois que les médecins et la médecine, mais les médecins eux-mêmes, sont capables de fabriquer, sans s'en rendre compte, de la souffrance.
ou de générer de la souffrance. Et donc, ça, pour moi, c'est une question, alors que j'ai eu l'occasion de porter ces temps derniers, y compris au sein du Comité consultatif national d'éthique, comment pourrions-nous faire pour que cette médecine triomphante cesse de triompher et que ces médecins apprennent à douter? Comment pourrions-nous faire dans un système qui vante le progrès, que le progrès ne soit pas confondu avec des avancées techniques et scientifiques? Comment pourrions-nous faire pour ne pas faire au seul motif que l'on sait faire? Voilà des questions, à mon avis, qui sont peut-être au moins aussi importantes que de savoir si le droit viendrait au secours du doute. Parce qu'il ne viendra jamais à ce secours-là, me semble-t-il. Ce qui ne veut pas dire que le droit ne doit pas être vivant et échangé, mais à mon avis, imaginer qu'on réduise les questions à cette question-là est, à mon avis, une illusion. Alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que on parle de toute cette incertitude, toute cette ambivalence qu'il peut y avoir dans la réflexion. Le résultat, c'est quand même qu'Anne Matalon est morte dans les conditions qu'elle ne souhaitait pas vivre. Donc d'un côté, on voit bien que cette volonté, elle peut être changeante, elle peut être faite de beaucoup de doutes et d'incertitudes, mais au bout du bout, ces choix ne sont quand même pas respectés. Et là, moi, il me semble que là-dessus, enfin en tout cas sur l'incertitude et le doute, il y a quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas mesurer parce que justement, la légalité ne le permet pas. Donc aujourd'hui, je pense que la demande d'euthanasie peut exprimer énormément de choses. Parce que de toute façon, on sait qu'on n'y a pas droit. Donc ça peut être une manière d'exprimer une souffrance, ça peut être une manière, enfin voilà, d'exister. Et que ça crée un cadre spécifique qui, je pense, fait que ces demandes d'euthanasie, effectivement, sont plus complexes à comprendre. Moi, de mon cheminement avec Anne, quand même, la chose que j'ai ressentie, mais qu'elle dit elle-même très très bien, c'est si on savait qu'on pouvait arrêter, on n'aurait pas peur d'être piégé et on vivrait probablement mieux. En tout cas, je pense que ça, qu'une des angoisses, évidemment, en tout cas l'angoisse d'Anne, et je pense que, et j'ai lu les rapports sur la mort en France qui montrent que les gens meurent encore beaucoup dans de mauvaises conditions, etc. Donc notre peur, je pense, commune, non seulement c'est de mourir, ça c'est clair, mais en plus c'est de souffrir, de mal mourir. Si on avait cette espèce de rassurance que, au moins si c'est insupportable, on peut arrêter, au moins cette question-là ne serait pas là. Ça n'enlèverait pas toutes les questions, ça n'enlèverait pas l'angoisse existentielle de la mort, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation qui fait que tout se mélange tout le temps en permanence. Vous avez raison. Quand on prend par exemple l'expérience de l'Oregon, l'État d'Oregon aux États-Unis, qui depuis 1982 a dépénalisé l'assistance au suicide, ce qui est marquant, c'est pas le fait que les gens se suicident. Ce qui est marquant, c'est le fait que les gens sont rassurés de savoir qui pourrait le faire. Mais néanmoins, une fois qu'on en a dit ça, il ne faut pas moins être très rigoureux et très vigilant. Dans des travaux auxquels j'ai pu participer, voire que j'ai pu conduire, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'en France, par exemple, aujourd'hui même, des personnes, et j'ai rendu récemment un avis du Comité consultatif social d'éthique au gouvernement sur ces questions-là, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils n'ont plus ils ont perdu leur indépendance, parce qu'ils n'ont plus la maîtrise du lieu où ils vivent, parce qu'ils n'ont plus la possibilité de gouverner leur propre existence, préféreraient mourir que continuer à vivre. Et ces gens, pour moi, la priorité, ce qui n'est pas en contradiction avec ce qu'on vient d'échanger, la priorité, ça serait qu'on les considère comme des personnes en vie et qu'on arrête de les considérer comme déjà mortes, ou de considérer et de faire en sorte qu'elles se considèrent comme déjà mortes. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que toute évolution dans ce registre-là doit être accompagnée, à mon avis, d'une politique respectueuse des personnes les plus vulnérables. Ce n'est pas parce qu'on est vieux ou qu'on est malade qu'on est mort. Mais c'est parce qu'on est vieux parfois et qu'on est très malade qu'on est déjà considéré comme mort. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a conjointement à mener de ces deux évolutions un devoir dans une démocratie
d'accompagner des gens qui sont vulnérables. Regardez votre amie, comment elle était vivante avant d'être morte. Vous allez dire quelle connerie de dire ça, mais qu'est-ce qu'on peut être vivant jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir à entendre? Parce qu'elle ne disait que parce qu'elle entendait aussi, hein, vous étiez dans une interaction manifestement, c'est ça qui était intéressant dans ce film. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire dès lors qu'on est regardé comme quelqu'un qui peut dire quelque chose, ou qu'on est vu comme quelqu'un qui est vivant? C'est cette double dimension qui me semble absolument essentielle à avoir, et parfois j'ai l'impression qu'on ne veut regarder que d'un œil. On va pouvoir donner la parole à la salle. Dernière question, Régis. On vient de terminer les états généraux de la bioéthique. La question de la fin de vie a été intégrée dans le périmètre des thématiques qui ont été questionnées sur les états généraux. C'était la première fois qu'on pensait la fin de vie dans le cadre du débat public en prévision de la révision de la loi de bioéthique. Comment est-ce que c'est l'occasion de poser la question, comment est-ce que le comité consultatif national d'éthique, par exemple, appréhende, alors pas comment il se positionne, mais comment est-ce qu'il appréhende le débat ou la réflexion autour de la fin de vie en 2018, avec toutes les réflexions qu'il a déjà pu avoir par ailleurs dans le passé? Alors, pour rappel quand même, le comité consultatif national d'éthique a une double mission en ce moment, c'est celle de, il vient de le faire, de rendre un rapport sur les débats qui ont lieu, c'est-à-dire de faire état de ce qui se dit et de ce qui se pense, et ça n'est pas l'avis du comité d'éthique, mais les positions qui ont été rapportées. Alors sur cette question-là, on y a participé en tant qu'espace de réflexion éthique ici, puisque c'était une des thématiques que nous avions mis au départ. On voit bien qu'il y aurait à la fois un véritable danger à enfermer la discussion dans un milieu d'experts autour de cette question, d'ailleurs, qui pourrait se dire expert sur cette question-là. On a bien vu que les lycéens, les étudiants, parce qu'on avait aussi cette cible particulière de se dire que les citoyens de demain devaient être tout de suite embarqués dans le débat aujourd'hui, mesuraient, appréhendaient très bien la complexité de ces questions. Je trouve que dans cette façon, nous ça a été une leçon pour dire qu'est-ce que débattre veut dire aussi. Est-ce que débattre, c'est ce que je suis en train de faire devant vous, là, en surplomb, là, en parlant tout seul devant tout le monde, ou est-ce que ce qu'on a choisi, c'est-à-dire totalement autre chose, c'est-à-dire ne pas être présent, ce qui était mon cas, et de faire parler les gens qui avaient des choses à dire, eh ben, pour moi c'était une belle leçon aussi. Pour nous c'est une leçon qui ne sera jamais finie d'ailleurs, mais de se dire que les gens, lorsqu'on les y incite, investissent le champ de la complexité, discutent de l'ambivalence dont on parlait, n'ont pas des positions aussi arrêtées que cela, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'était la fin eux-mêmes arrivaient à bien dire eux-mêmes que c'était plus compliqué qu'on ne voudrait bien le dire. Enfin, moi, l'expérience qui a été celle des États généraux, c'est de dire que dans une démocratie, faire vivre le débat, c'est très sain, et ça évite probablement les populismes. C'est-à-dire avoir des réponses très simples à des questions complexes. Hein, parce que ça, on le voit un petit peu partout autour de nous. Il y aurait des réponses simples à des questions complexes. Non, une question complexe par définition ne se résoudra pas avec une réponse, fut-elle simple. Ça, c'est une vraie... Alors, qu'est-ce que va faire maintenant le comité d'éthique? Qu'essaie de rapporter ce que je viens de dire. Là, hein. Il va aussi y avoir un avis à donner. Alors, je ne sais même pas, d'ailleurs, si l'avis portera... entre autres sur la copie, je n'en sais rien, on est en train de travailler dessus. Parce que mais très probablement, au-delà de la question faut-il ou pas que comment dirais-je, la loi évolue en direction, en faveur d'une dépénalisation de l'assistance au suicide, et puis peut-être de l'euthanasie, qui sont deux dimensions tout de même quand même assez différentes. Au-delà de tout ça, je sais que si nous devons en parler, nous parlerons de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire comment se fait-il que la médecine génère de la souffrance. Cette dame, votre amie que vous avez filmée, elle a exposé un nouveau paradigme que la médecine a créé, c'est la maladie chronique. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut savoir qu'on ne va jamais guérir, mais on vit avec. Ben, c'est nouveau ça, c'était un impensé, hein. Avant on croyait que la médecine, ça tuait ou ça faisait vivre, quoi. Enfin, ça faisait vivre plutôt. Donc il y a cette question-là, qu'est-ce que la médecine peut générer, et comment faire en sorte qu'elle ne génère pas du non-sens. Ça c'est une question fondamentale pour moi, qui, si elle est menée correctement, peut avoir des répercussions sur l'organisation même du système de santé.
Et puis il y a un deuxième niveau, je termine là-dessus, de réflexion que je proposerais au comité consultatif social éthique, c'est de dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quand bien même la médecine deviendrait vertueuse, et que les médecins deviendraient écoutants, ou sages, ou humbles, quand bien même tout cela se ferait, il m'apparaît irraisonnable de penser qu'il n'y aura plus de problème. Parce qu'on entend ça aussi, hein, si on développe les soins créatifs, il n'y a plus de problème. Moi, j'appelle de mes voeux, on a eu un débat à l'occasion d'un colloque qu'on a organisé ici à l'espace de réflexion éthique sur les questions de la transgression, que j'appelle de mes voeux qu'on puisse appréhender la notion de transgression. Lorsque, dans une situation, alors en l'occurrence de fin de vie, il peut apparaître que transgresser, plus éthique que respecter, il faudrait qu'on puisse mettre à plat cela, dire, expliquer, argumenter, soumettre à autrui ces situations, et avoir, dans des situations qui le permettraient, de véritables exceptions. Donc ce sont des thèmes que moi je vais amener à la réflexion du comité consultatif national d'éthique, dont je ne sais pas encore, puisque nous n'avons pas délimité le champ de l'avis, puisque donner un avis, son avis, enfin un avis collectif, hein, sur toutes ces questions-là nécessite un travail important, et comme vous le savez, pour faire un travail aussi important et réflexif, nous disposons d'1 mois. Donc il y a aussi quelque chose qui est un peu illogique à demander qu'on aille au fond des choses en si peu de temps. Et puis je vous répète quand même que l'issue des états généraux de la bioéthique, l'issue de cet avis, d'autres avis, le Conseil d'État va donner un avis, l'Agence de biomédecine va donner un avis, enfin, l'issue peut être la suivante, puisque j'en parle d'autant plus que lors la dernière révision des lois de bioéthique, c'était ce qui s'était passé, le parlementaire peut s'asseoir sur ce que le peuple dit. Hein, on est dans une démocratie parlementaire, alors on aura au moins eu le plaisir de débattre, hein, et que c'est quelque chose qui, à mon avis, a du sens en soi. C'est, je crois, une part de notre mission d'aider à réfléchir, d'éclairer les zones d'ombre, d'éclairer la complexité réelle des choses. Mais nous ne maîtrisons pas... alors, je vous rappelle que c'est le gouvernement qui fera un projet de loi, mais qu'il peut y avoir des propositions de loi qui viennent du Parlement, et que donc, le fruit d'une réflexion... Michel Goguet, je suis médecin. J'avais à la fois une remarque sur les observations qui ont été faites sur le rapport à sa fin de vie, en disant j'ai ressenti maîtrise. Alors, pour moi, maîtrise, ça a une petite connotation péjorative. Je dirais qu'elle était dans l'anticipation pragmatique, intelligente, mais très anxieuse de ces situations. Et puis, sa maîtrise, sa volonté de maîtrise ou d'anticipation, elle a contrasté avec tout ce qu'elle a subi. Elle voulait maîtriser, et en fait, elle a beaucoup subi. Elle a subi l'inexorabilité de la maladie, avec tout ce qu'on a vu à la fin, qu'elle ne voulait pas, la sonde nasogastrique, j'en passe des meilleurs. Et puis, elle a subi, au-delà de la maladie, l'aléa de la fin de vie. Vous voulez dire, elle n'avait pas le médecin, justement là, elle n'avait pas... il n'y avait pas de lit, et voilà. Et dans la fin de vie, cet aléa, il joue beaucoup sur la qualité de la fin de vie et sur la dignité des personnes en fin de vie. Deuxième observation, c'est ce que j'appelle, moi, le mirage rassurant, ou pas du tout, en l'occurrence pas du tout pour ce cas-là, de Zurich. C'est bien Zurich, mais quand on est en fin de vie, qu'on est très malade, qu'on a du mal à se déplacer... Attendez, on vous donne la parole juste après, mais on va essayer de s'écouter. Oui, c'est... Le mirage pseudo-rassurant de Zurich, cette dame-là, elle l'a toujours eu. Hein. Alors ça contraste aussi au fait qu'elle ne connaissait pas apparemment la sédation profonde. Hein, on voit qu'elle a appris simplement à la fin, à la toute fin, elle a demandé mais je vais m'endormir, puis je vais me réveiller pas, etc. Ça c'est aussi une observation. Alors savoir un peu ce qu'en pense Zurich, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce mirage qui n'est pas rassurant du tout en fin de vie et qui est au contraire très stressant et qui n'est pas dans la dignité de la fin de vie. Et puis j'ai peut-être une troisième question, c'est plus à Régis Rodrigue, que je connais bien par ailleurs, mais sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moins subir notre fin de vie, puisque c'est tous comme ça qu'on va s'en aller. Une réponse parmi vous, et puis on vous passe la parole après.
Je n'analyse pas comme vous le mirage de Zurich. Je pense que on a chacun des positions très différentes. Je ne sais pas quelle sera ma position face à ma fin de vie et à ma mort qui approche, si je suis consciente quand elle approche. Mais Zurich, pour moi, n'est pas plus un mirage qu'autre chose. Il y a des personnes pour qui Zurich, ça correspond. Et donc, très bien. Et donc, heureusement, aujourd'hui que Zurich existe, puisqu'il y a des personnes qui y ont recours et qui trouvent une fin de vie pour eux qui correspond à leurs attentes et qui est digne. Je pense qu'effectivement, c'est probablement des gens très minoritaires, mais les minoritaires aussi ont le droit de faire leur choix. Donc voilà, je suis un peu mal à l'aise avec votre analyse de Zurich comme un mirage, quoi. Voilà essentiellement ce sur quoi je souhaitais répondre. Oui, si on en revient au document là qu'on a vu, j'interrogerais plutôt Zurich non pas comme un mirage au niveau opératoire, mais dans la fonction que ça a au plan psychique et au plan symbolique. Parce que quand elle dit « je serais rassurée » si j'avais pu monter un dossier, si j'avais pu effectivement anticiper en me disant bon, qu'est-ce que ça veut dire, enfin tel que je le conçois, hein, encore une fois c'est pas parole d'évangile, mais ce serait, je pourrais, ultime ressource, exercer encore une capacité de décider. Et c'est en ce sens-là moi, que je comprends le fait que des personnes puissent construire, enfin anticiper une trajectoire dans ce sens, dans le sens d'aller à Zurich ou en Belgique ou autre part, puisqu'en France c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas, je crois que toute demande de suicide assisté ou d'euthanasie est une vraie demande qui a absolument pas à discuter là-dessus. C'est authentiquement ce que la personne elle-même, c'est sa vie qu'elle joue là, enfin je veux dire sa vie au sens du mouvement de sa vie, et que si avoir une sorte de repère de ce type-là est essentiel dans l'ensemble par rapport au propre fonctionnement singulier de la personne au plan psychique, et encore une fois symbolique, je crois que c'est très important que ça existe. C'est pas considéré comme étant une sous-réponse. Dans le prolongement de ce qui a été dit, je pense qu'il y aurait une grande nécessité de favoriser l'intégration de la notion des soins palliatifs dans tout secteur, en particulier en oncologie, pour qu'il y ait une démarche parallèle avant. Parce que le gros problème, c'est de passer de l'oncologie aux soins palliatifs, c'est d'une brutalité, d'une violence extrême. Et en plus, on risque de tomber dans une recherche de maîtrise, justement, tellement parfaite de la mort en soins palliatifs, qui peut devenir excessive aussi, à mon sens. Et cette intégration, pour moi, c'est un grand rêve que d'imaginer 300 000 unités de soins palliatifs en France, ça n'apportera rien de plus. En revanche, je crois que dans la formation initiale de tout médecin, en particulier des médecins généralistes, parce que demain la population vieillit des soins palliatifs, ce seront les médecins généralistes qui devront les faire auprès des personnes âgées au domicile. Donc cette formation initiale pour tous. Actuellement, pour les infirmières, il y en a de plus en plus, elle est obligatoire en ce qui concerne les soins palliatifs. Je pense qu'il faut creuser là-dedans, dans ce champ dans les projets avant une loi quelconque. L'autre chose qui m'a passionnée dans le film, c'était une petite phrase. C'est-à-dire que j'aimerais aller à Zurich, effectivement, connaître ce lieu, mais j'aimerais voir la tête des médecins. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est le livre qu'il avait très interpellé par l'histoire de cette femme qui a refusé des traitements, qui est pour elle l'héroïne. En même temps, elle ne se sent pas capable d'eux. Elle était contente de faire ses choix, voilà, parce qu'elle voulait vivre encore. La problématique du temps, ce que le temps peut générer comme souffrance, mais aussi comme moment d'espérance. Pour elle, quand elle a dit « je voudrais mourir », pourquoi, même si je suis dans un lieu très confortable, ce serait 15 jours, mais 15 jours, voilà. Ça générait chez elle un sentiment de souffrance. Donc, qu'est-ce qu'elle en fait ? Jusqu'au bout, on est resté dans le doute, et finalement, c'est peut-être là qu'elle a trouvé son chemin. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que
certes, ce que vous avez dit à la fin, c'est un problème de société. Ça, je le pense. Qu'il y a des débats citoyens, que chacun y pense, je pense que c'est le plus important. Qu'il y a le grand risque de donner trop de responsabilités aux médecins là-dedans aussi. C'est pour ça qu'attention, on peut demander aux médecins d'écouter cette demande, mais d'écouter de façon intelligente en fonction de leur fonction de médecin. Et jusqu'à aujourd'hui, dans aucun code de déontologie médicale, il y a la possibilité de provoquer la mort volontairement. Donc pour moi, de toute façon, il y a un problème là, qui fait que ça doit rester un problème de société et que les médecins ont à remplir leur fonction d'accompagnement, de soulagement, de soutien. Peut-être juste un tout petit mot, je partage votre analyse, mais sur l'importance de la formation, mais quelle formation? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment d'ailleurs dans la formation des médecins, on s'interroge pour s'interroger sur ce que soigner veut dire? Est-ce qu'on a demandé à ceux qui vont être médecins d'entreprendre le grand tour de leur petite personne, le petit tour de leur grande personne? Est-ce qu'on apprend à ne pas être sûr de soi? Est-ce qu'on apprend à travailler avec autrui? Tout ceci, à mon avis, incite à une refonte en profondeur de la formation des acteurs de santé. Nous expérimentons cette année dans la faculté où j'enseigne ici un enseignement concomitant des infirmières, des médecins, enfin des futures infirmières, des futurs médecins, des futurs pharmaciens, que sais-je encore, pour qu'ils appréhendent ensemble la situation complexe où l'incertitude est centrale. On voit que très probablement, on en faisait le bilan d'ailleurs avec Armand qui s'est beaucoup investi dans cette formation, on voit que c'est presque une découverte de l'autre aussi en même temps. C'est drôle que ces gens qui devraient apprendre à travailler ensemble, parce qu'à plusieurs on est moins con que tout seul, hein, ça c'est une évidence que je dis là, gagneraient à cela, mais le système ne le permet pas. Le système est ainsi fait que se forment séparément les gens qui vont devoir travailler ensemble. Vous voyez, il y a des espèces d'inepties comme ça. Puis on sait la facilité de notre société à changer profondément les choses, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir, à mon avis, des années pour que ça se fasse. Mais on voit bien que, pour moi, le levier de la formation, comme le levier de la recherche qu'on développe autant qu'on le peut, sont à actionner l'un et l'autre, hein, pour qu'on puisse parler effectivement d'une culture progressive qui conduira à une intégration du soin palliatif dans la pratique de tous les professionnels. Il n'y aurait rien de pire, comme vous le dites, d'avoir 300 000 unités de soins palliatifs, ce serait 300 000 ghettos, hein, qui permettraient aux autres de ne pas s'en occuper. Il ne faut surtout pas qu'on en arrive là.